C'était l'heure des dernières ombres de la nuit. Une lourde quiétude enveloppait l'atmosphère de Ouagadougou. Comme si chaque mur, chaque ruelle de la ville retenait son souffle avant l'arrivée d'une grande calamité. Les oiseaux n'étaient pas encore éveillés. Les rues étaient désertes, la ville endormie. Mais dans les plis de ce silence, un frémissement avait déjà commencé. Un frémissement dont le bruit ne s'entendait pas par les oreilles, mais résonnait dans les pages de l'histoire. 4 SUV noirs pénétrèrent dans la ville par la porte ouest. Leur plaque était diplomatique. Les vitres, sombres et closes, et les occupants, au ton froid, n'émettaient ni sirène ni protocole. Comme un cortège de spectres avançant furtivement vers un arbre sacré. Les individus dans ces véhicules n'étaient pas de simples émissaires. Ils étaient aussi des assassins. Des tueurs du système, ennemis des rêves des peuples. Dans leurs mallettes métalliques, ni contrat commercial ni dossier de conférence pour la paix, mais un ordre secret, capturer le président Ibrahim Traoré à tout prix, mort ou vif, sans trace, sans bruit, sans réaction. Cet ordre ne venait ni d'un tribunal, ni d'un parlement, ni des Nations Unies. Cette mission émanait d'une alliance invisible, un conseil mondial secret. Des forces qui, assises sur leur trône, décident du destin des nations. Et quand quelqu'un s'oppose à leur volonté, la sentence de son élimination est prononcée autour de ces mêmes tables. À cet instant, le président Ibrahim Traoré se trouvait dans sa chambre privée au palais, où il priait chaque jour avant l'aube dans la solitude. Son visage reflétait le calme, mais son front portait les rides de ceux qui ploient sous le fardeau du destin de leur peuple. Ses prières étaient empreintes de foi, ses yeux pleins de rêves. À ce moment précis, un léger coup retentit à la porte. Le ministre de la Défense entra à pas feutrés. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Il s'inclina et murmura à l'oreille du président, « Ceux qui ont demandé à vous rencontrer ne viennent pas pour discuter, monsieur. Ils viennent pour vous emmener. » Une simple phrase, mais elle portait le poids d'une histoire entière. Traoré réfléchit un instant en silence, puis rangea son chapelet. Il se leva et regarda par la fenêtre. Au loin, le ciel de la ville était encore sombre. Mais il savait qu'avant le lever du soleil, quelque chose allait changer. Un événement qui resterait gravé dans les mémoires pendant des années. Une seule pensée résonnait dans son esprit, cette terre ne plie pas sous la peur, et je ne suis pas homme à être emmené dans l'obscurité. Pendant ce temps, les gardes postés à l'entrée principale du palais commencèrent à percevoir des mouvements inhabituels. Mais un ordre supérieur leur avait intimé de rester silencieux. C'est une mission diplomatique, leur avait-on dit. Pourtant, la véritable mission n'avait rien de diplomatique. C'était l'élimination, dans l'ombre, d'une voie révolutionnaire. Ainsi débutait cette histoire. Ce matin-là, l'ennemi était venu, mais en repartant, il trouverait une nation debout. Les ombres de l'aube n'avaient pas encore quitté les murs du palais que les véhicules diplomatiques, perçus par le monde extérieur comme des symboles de paix et de dialogue, pénétrèrent dans la cour intérieure. La porte s'ouvrit sans bruit ni tumulte. Les gardes furent informés qu'il s'agissait d'une mission diplomatique secrète, une rencontre privée avec le président. Cet ordre portait le sceau d'une chancellerie internationale, un sceau devant lequel les agents de sécurité ordinaires n'osent poser de questions et s'inclinent pour laisser passer. Le président Ibrahim Traoré était désormais vêtu de son uniforme officiel. Quelques conseillers de confiance, assis en silence autour de lui, sentaient une étrange tension envahir l'atmosphère. Le ministre de la Défense, déjà en alerte, vérifiait sans cesse l'écran de son téléphone, guettant un signal inhabituel, un mouvement, un avertissement silencieux. Dans les couloirs internes du palais, les agents s'étaient dispersés. 2 d'entre eux pénétrèrent dans l'aile ouest, où une table de réunion diplomatique était déjà dressée. 2 autres se mêlèrent au personnel du président, leurs regards non pas sur leurs hôtes, mais sur les murs, les caméras et... Leurs regards se portaient sur les failles de la sécurité. L'un d'eux ajusta discrètement l'oreillette cachée sous sa manche. Un autre glissa la main dans la poche intérieure de son costume, pressant quelque chose, peut-être un émetteur de localisation, un capteur ou des menottes. Leur comportement trahissait qu'ils étaient moins diplomates qu'agents opérationnels. À cet instant, Mouvin Jamal, un proche du président Traoré, qui avait travaillé à ses côtés pendant des années, perçut un mouvement inhabituel. Une vieille maxime lui revint à l'esprit, quand le voile est diplomatique et le souffle glacial, une lame est dissimulée. Silencieusement, il glissa un mot dans la main du président, sur lequel étaient griffonnés 2 mots, Zeda observe. Zeda était le nom de code du réseau de renseignement souterrain du palais, un système clandestin créé par le président Traoré au début de son mandat. Il reposait sur des tunnels secrets,
des protecteurs de l'ombre et des cyber-experts connectés à un autre monde. Leur mission était de surveiller, et aujourd'hui, ils surveillaient. Le président lut le mot, prit une profonde inspiration, afficha un calme apparent et se dirigea vers la table de réunion avec une nonchalance étudiée. En entrant dans la salle, il trouva 4 agents étrangers déjà présents. Aucune pile de dossiers sur la table, aucun traducteur, aucun garde, aucune caméra d'enregistrement. Juste une mallette fermée, comme un secret enfoui. L'un des agents se leva doucement et dit « Votre Excellence, cela ne prendra qu'un instant. » À ce moment, Traoré entendit le léger cliquetis de menottes s'ouvrant dans le dos d'un agent posté derrière lui. C'était l'instant où les jeux de mots s'achevaient. Désormais, tout reposerait sur la force, l'intelligence et la loyauté du peuple. Avec un léger sourire, le président Traoré répondit « Il semble que j'ai trop bu aujourd'hui. J'ai besoin de prendre l'air. » Il se leva, sans bruit, sans hésitation, et s'avança vers une porte discrète. Chaque pas était un fragment de sa démarche révolutionnaire, car la véritable bataille allait commencer point dans le palais présidentiel de Ouagadougou, le danger avait pénétré les murs. Mais le monde extérieur dormait encore d'un sommeil profond. Dans les couloirs internes, une lutte invisible se déroulait. Le président Ibrahim Traoré, qui s'était levé sous prétexte de rejoindre la réunion diplomatique, se dirigeait maintenant vers une partie du palais réservée, en temps normal, aux équipes de nettoyage ou au personnel subalterne. Il savait que ce n'était pas un simple couloir. C'était une voie d'évasion alternative, construite il y a des années pour une heure fatidique comme celle-ci. Il passa sous une arche menant à une petite pièce où un garde d'un temps ancien l'attendait silencieux, alerte, loyal. Dès que le président entra, le garde baissa les yeux et murmura « Zeda s'est réveillé, monsieur. La voie est sécurisée. » À ces mots, une gravité profonde envahit le visage de Traoré. Zeda était un code secret, désignant le réseau de tunnels souterrains, de surveillance et d'agents clandestins du palais. Jamais officiellement annoncé, jamais mentionné dans un document, seuls quelques initiés savaient que, si une puissance étrangère tentait de soumettre un leader africain, Zeda s'éveillerait point sans perdre de temps. Le président franchit la porte du tunnel. La lumière y était faible, mais des écrans fixés au mur diffusaient en direct les images des caméras. Le palais entier était sous l'œil de Zeda. Traoré accéléra le pas, conscient que le pouls du temps battait désormais dans sa main. Pendant ce temps, les 4 agents venus pour l'arrêter, en entrant dans la salle, trouvèrent une chaise vide. Pas de dossier, pas d'hôte, pas de garde, tout était comme il n'aurait pas dû l'être. La sueur perla sur leur front, leurs pas vacillèrent. Ils sortirent leurs moyens de communication et commencèrent à envoyer des messages. Mais il était trop tard. Les opérateurs de Zeda avaient déjà commencé à surveiller chacun de leurs mouvements. Des caméras secrètes, installées dans les toits, les murs et les sous-sols du palais, enregistraient leurs positions, leurs gestes, leurs visages. Un message fut envoyé aux agents souterrains disséminés dans la ville, l'aigle est attaqué, mais il plane encore. À ces mots, dans différents coins de la ville, des jeunes étudiants, des chauffeurs de taxi, des vendeurs ambulants, des commerçants et des activistes sociaux commencèrent à se mobiliser en silence, comme une armée invisible émergeant d'un rêve. Le président Traoré atteignit la dernière section du tunnel. Là, le chef des opérations de Zeda l'attendait, un plan déployé devant lui, marqué de points rouges. Le palais est verrouillé de l'intérieur, monsieur. La ville est en alerte. Toutes les équipes sont en mouvement. Traoré jeta un bref regard à l'écran, puis dit doucement, cette attaque ne visait pas seulement un homme. Elle ciblait la dignité de tout un continent. La réponse viendra de tout le continent. À cet instant, les yeux de Zeda captèrent la première étincelle d'une révolution s'allumant dans le monde extérieur. Le président Traoré franchit la dernière porte du tunnel. Sous ses pas, le sol du palais. Ce n'était pas le sol scintillant de marbre, mais un chemin de terre, d'obscurité et de silence, imaginé des années plus tôt par un révolutionnaire. Aujourd'hui, ce rêve était devenu réalité. Autour de lui, dans le tunnel, des lumières tamisées dansaient sur les murs, et la voix de l'opérateur de Zeda résonnait dans son oreille, toutes les entrées du palais sont verrouillées. Les agents sont sous surveillance. Le signal a été donné au peuple. Ces 2 phrases avaient mis le feu aux poudres. À des kilomètres du palais, dans les ruelles de la ville, la vie quotidienne semblait suivre son cours. Les boutiques ouvraient, les enfants allaient à l'école, les vieux bus avançaient lentement sur les routes. Mais sous cette apparence ordinaire, un mouvement extraordinaire prenait forme. Dans les marchés, des jeunes sortirent discrètement de leurs poches des téléphones modifiés pour le réseau secret de Zeda.
Le message était clair, une tentative d'enlèvement du président a eu lieu. Il est en sécurité. Mais l'ennemi est parmi nous. Dès que ce message se propagea, une prise de conscience silencieuse s'installa dans les rues de Ouagadougou. Les étudiants abandonnèrent leurs salles de classe, les professeurs fermèrent les collèges. Devant un bâtiment universitaire, des dizaines de jeunes se rassemblèrent, brandissant des pancartes, le visage empreint de détermination, les yeux brûlants de ferveur. Ailleurs, les chauffeurs de taxi établirent un contact par signaux radio. La ville entière se transforma soudain en un filet invisible. Les taxis bloquèrent les carrefours stratégiques, les rickshaws se postèrent autour des marchés, les chauffeurs de bus publics arrêtèrent leurs véhicules au milieu des routes, paralysant ainsi les artères de la ville. Ce n'était pas une protestation, mais une protection, celle de leur terre, de leurs leaders, de leurs rêves. À l'intérieur du palais, les agents étaient désormais piégés dans une pièce. Leurs fréquences radio étaient brouillées, leurs téléphones satellites bloqués par les cyber-experts de Zeda. Eux qui pensaient étouffer une révolution sous couvert d'un salut diplomatique se retrouvaient impuissants, enfermés entre les 4 murs du palais. L'un des agents, frustré, frappa la table du poing. « C'est impossible. C'est un État arriéré. Comment ont-ils tout ça ?» Son collègue, essuyant son front trempé de sueur, murmura « Nous avons cru que Traoré était un simple homme. Nous avons oublié qu'il est devenu un mouvement. » Les gardes locaux, qui s'étaient inclinés devant ces agents à leur arrivée, se tenaient désormais à distance, silencieux. Leurs mains n'étaient pas encore sur leurs armes, mais leurs doigts frôlaient les gâchettes. Aucun mot n'était prononcé, mais leurs regards portaient un message clair, « Nous vous observons. » Le président Traoré, désormais en lieu sûr, se tenait devant un grand écran diffusant les images en direct des rues de Ouagadougou, les routes, les marchés, les carrefours, l'université. Partout, le peuple s'était levé. Pas de violence, pas de chaos, juste une résistance paisible, une unité indéfectible. Traoré prit une profonde inspiration et dit doucement, « Ils sont venus pour moi, mais maintenant, ils font face à une nation. » Dans une petite pièce du palais, les 4 agents se regardaient, comme doutant de leur propre existence. La mallette métallique sur la table, contenant leurs ordres, était devenue inutile, un simple témoignage de leur échec. Le silence régnait dans la pièce, mais ce n'était pas le silence du contrôle. C'était celui de la défaite. Les gardes locaux entouraient désormais la pièce depuis différents points stratégiques. Ces mêmes hommes qui, quelques heures plus tôt, avaient laissé entrer les agents avec respect, se tenaient maintenant droits, le regard changé, les mains proches de leurs armes. Aucun mot n'était nécessaire. Chaque garde portait dans ses yeux un message, « Vous n'êtes plus nos invités. » L'équipe de sécurité du palais, suivant les instructions du réseau Zeda, avait mis en place un blocus silencieux. Aucun agent ne pouvait quitter le palais. Aucun appel, aucun email, aucun message satellite ne pouvait sortir. Il ne leur restait qu'une chose, attendre. L'un des agents, des gouttes de sueur coulant sur ses tempes, se leva finalement. Il fixa un garde posté à proximité, tenant son fusil en silence, respirant profondément. D'un ton glacial, l'agent déclara, « Nous bénéficions de l'immunité diplomatique. Tout ceci est illégal. » Le garde ne répondit pas. Pendant un instant, sa prise sur son arme se resserra, puis se relâcha, comme pour dire, désormais, la loi parlera la langue du peuple. À ce moment, les écrans de tous les médias du pays s'éteignirent. Pas de publicité, pas de nouvelles, rien. Juste le silence. Puis, soudain, une image apparut. Une longue table en bois. À l'un de ses bouts, le président Ibrahim Traoré était assis. Autour de lui, des étudiants, des paysans, des anciens, des jeunes femmes. De l'autre côté, des commandants militaires du Mali, du Tchad et de Guinée. Dès que cette scène fut diffusée, le pays entier sembla se figer. Tous les regards étaient rivés sur l'écran, les cœurs battaient, les souffles retenus. Avec une simplicité saisissante et une dignité imposante, le président Traoré commença à parler, « Ce matin, ils sont venus. Ils n'apportaient pas la discussion, mais la peur. Ils voulaient m'emmener. Mais je suis ici, parce que cette terre ne se plie pas aux ordres, mais à la foi de son peuple. » Il brandit un dossier rouge frappé du sceau d'une ambassade étrangère. En le posant devant tous, il déclara, « Voici le document qui me désigne comme une menace, simplement parce que je parle de liberté. » Un jeune étudiant, assis dans la salle, s'avança et lança, « Nous ne fragilisons pas l'Afrique. Nous la reconstruisons. » Cette phrase résonna à travers le pays. Dans les marchés, les écoles,
devant les mosquées, et même sur les haut-parleurs des radios installés sur des toits battus par la pluie, tous l'entendaient. Dans le palais, les agents regardèrent cette diffusion, et, l'espace d'un instant, tout devint clair. Ils n'étaient pas venus arrêter un homme. Ils étaient venus écraser une idée qui désormais vivait sur des millions de lèvres. Le président Traoré fixa la caméra et dit simplement, « S'ils peuvent réduire une voix au silence, ils peuvent toutes les réduire. Mais seulement si nous nous taisons. » Et personne ne se taisait plus. Le discours du président Traoré avait embrasé le pays, mais ce n'était pas un feu destructeur. C'était une lumière qui perçait chaque ténèbre. Dans les ruelles de Ouagadougou, ceux qui observaient en silence se mirent à parler. Ceux qui se taisaient se dressèrent avec colère. Ceux qui avaient peur se tenaient désormais en première ligne. Mais ce n'était que le début. Le réseau secret ZEDA entamait une phase préparée depuis des années, jusqu'alors enfouie dans des cartes, des plans et des codes. Ils commencèrent à révéler des documents, jusqu'ici enterrés dans les archives les plus sécurisées du monde, des lettres secrètes, des comptes rendus de réunions clandestines, des enregistrements de conversations dévoilant les racines de la conspiration contre le président Traoré. Le premier document rendu public était le procès-verbal d'une réunion internationale secrète, où il était écrit noir sur blanc, il est impératif de neutraliser le président Traoré au plus vite. S'il reste en fonction jusqu'au sommet des chefs d'État, sa popularité pourrait déclencher des révoltes dans d'autres pays. Une action discrète est autorisée. Ces mots firent l'effet d'un choc. Puis une voix fut diffusée, celle d'un diplomate disant à ses pairs, il réveille les jeunes. Si un pays le suit, un autre suivra, puis un troisième. Nous devons arrêter cette chaîne. Dès que ces preuves parvinrent au peuple, ce ne fut pas la colère, mais une vague de conviction qui déferla sur Ouagadougou. La conviction que ce qui arrivait à Traoré n'était pas seulement une attaque contre un homme, mais une conspiration contre la souveraineté de tout un continent. Les dirigeants africains convoquèrent d'urgence une réunion. Les ministres de la Défense du Mali, du Tchad, de la Guinée et du Niger publièrent une déclaration commune, « Aucune main étrangère ne dictera l'avenir de l'Afrique. » Cette attaque ne vise pas un seul pays, mais tout le continent. La pression populaire s'intensifia. Les ambassades occidentales commencèrent à retirer leurs agents. Certaines nièrent toute implication, mais les preuves publiées par ZEDA hurlaient la vérité. Dans le palais, les agents captifs sombraient dans le désespoir, la honte et la panique. Aucun contact avec l'extérieur, aucun soutien à l'intérieur. Leurs visages, les noms de leurs organisations, tout était désormais sur les réseaux sociaux. Ils n'étaient plus seulement des espions, ils étaient devenus des preuves. Un jeune garde, posté dans le couloir, les observa et dit d'un ton posé mais ferme, « Vous nous avez crus faibles, esclaves. Vous pensiez que nous étions divisés. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous sommes unis comme un seul corps. » Dans une salle secrète, le président Traoré examina ses dossiers. Ni colère ni peur sur son visage, juste une étrange sérénité confiante. Il déclara, « Nous n'avons pas seulement repoussé l'attaque. Nous les avons démasqués. Le monde sait désormais. Nous sommes éveillés. » Et le réseau ZEDA prépara le prochain dossier secret à publier. En début d'après-midi, la chaleur du soleil s'intensifiait dans les rues de Ouagadougou. Mais une autre chaleur se faisait sentir dans l'atmosphère de la ville. Les murmures avaient remplacé le silence, et les slogans succédaient aux murmures. Ces slogans n'appartenaient à aucun parti politique, ces mots n'étaient pas ceux d'un mouvement organisé. C'étaient des gens ordinaires, des jeunes, des ouvriers, des femmes qui, pour la première fois, disaient dans leur langue, « Les décisions sur notre terre ne viendront plus de l'extérieur. » Dans le palais, le président Ibrahim Traoré était assis devant l'écran central du réseau ZEDA. Une carte de la ville montrait l'état des lieux, partout, du mouvement. Mais ce n'était pas le chaos. C'était l'éveil collectif. À ce moment, une réunion secrète avait lieu. À la droite de Traoré, des représentants du Mali, du Tchad et de la Guinée. À sa gauche, des étudiants, des leaders paysans, des enseignants et des anciens chefs tribaux. Aucun protocole, aucun tapis rouge, aucune couverture médiatique. Une seule règle, l'avenir se déciderait, non derrière des portes closes, mais avec le peuple. Au cours de la réunion, un vieux chef tribal se leva, tenant un papier usé sur lequel Traoré, des mois plus tôt, avait noté un conseil. Il demanda, « Si je ne suis plus là, serez-vous? Resterez-vous debout ?» Aujourd'hui, ce même ancien répondit, « Nous sommes debout. Et tant que le soleil se lèvera à l'est, nous le resterons. » Le président Traoré hocha doucement la tête. À cet instant, un expert cybernétique du réseau ZEDA annonça, « Toutes les organisations internationales ont authentifié nos documents divulgués.
Pour la première fois, les médias mondiaux parlent ouvertement, cet événement n'est pas le résultat d'un conflit interne, mais d'une ingérence étrangère. Cette nouvelle se propagea comme un éclair à travers le pays. Les médias occidentaux, jusque-là spectateurs silencieux, furent pris de court. Un célèbre journaliste écrivit dans son reportage, ce n'était pas seulement une attaque contre un président africain. C'était une attaque contre la dignité de tout un continent, et elle a échoué. Mais la réponse la plus forte vint du peuple. À l'esplanade Vasti de Ouagadougou, des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Pas d'armes dans leurs mains, pas de masques sur leurs visages, seulement des yeux brillants et des voix pleines de détermination. Une seule clameur résonnait, Traoré est vivant, et nous sommes éveillés. Dans le palais, les agents étrangers étaient désormais totalement isolés. Leurs messages tournaient en boucle dans leurs esprits. Leurs organisations se taisaient, leurs supérieurs restaient indifférents, leurs alliés les avaient abandonnés. L'un d'eux, regardant le mur d'un air las, murmura, « Nous pensions être dans un pays arriéré. » Mais cette terre nous connaissait, et nous ne la connaissions pas. De son côté, le président Ibrahim Traoré s'adressa aux représentants, « Nous n'avons pas laissé le champ libre. Nous l'avons réveillé. Aujourd'hui, le monde a vu qu'aucune force secrète ne peut faire plier une nation unie. » Puis, dans un murmure, il ajouta, « Mais la bataille n'est pas finie. Nous n'avons fait que lever le voile. Le véritable défi commence maintenant. » Les rues de Ouagadougou ne résonnaient plus seulement de slogans, elles étaient devenues le centre des caméras du monde entier. Une voix née dans un tunnel secret s'élevait désormais dans toutes les directions. Dans d'autres villes africaines Bamako, N'Djamena, Conakry, Dar es Salaam, et même Johannesburg, des manifestations de solidarité avaient commencé. Des foules brandissant des pancartes se rassemblaient au carrefour, unies dans un même élan pour Traoré. Dans le palais, les 4 agents étrangers se posaient inlassablement la même question, que allons-nous devenir? Ils s'attendaient à ce que leur pays leur accorde une protection diplomatique ou que le gouvernement de Ouagadougou les traite avec sévérité en guise de représailles. Ils se préparaient mentalement à l'arrestation, à l'emprisonnement ou à un procès médiatique. Mais le président Traoré avait une autre idée en tête. Il était désormais clair que ceci n'était pas un incident ordinaire, mais un tournant dans l'histoire africaine. À l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution d'urgence fut présentée. Des dizaines de pays condamnèrent l'incident et saluèrent le leadership de Traoré. Certaines puissances, impliquées dans l'ombre, restèrent silencieuses, leurs langues muettes, leurs regards baissés. Une nouvelle vague de solidarité s'éleva à travers les nations africaines. Le Niger, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso déclarèrent ensemble, « Désormais, aucune décision imposée de l'extérieur ne s'appliquera sur notre sol. Nous sommes les gardiens de notre propre souveraineté. » Cette déclaration agit comme un baume sur les blessures séculaires de l'esclavage, de l'exploitation et des conspirations coloniales. Pour les peuples du continent, victimes génération après génération, il semblait qu'ils ne se contentaient plus de citer l'histoire, ils étaient en train de l'écrire. Les paroles de Traoré, prononcées lors de son discours en direct, étaient désormais gravées sur les murs, enseignées dans les écoles, enflammant les cœurs des jeunes. Si une voix peut être réduite au silence, toutes peuvent l'être. Mais seulement si nous nous taisons. Et les jeunes Africains ne se taisaient plus. À Ouagadougou, des cercles populaires se formaient partout. Chaque soir, dans les quartiers, les gens se réunissaient sur les places pour discuter de conscience politique, des manigances des puissances mondiales et de leur identité. Le savoir n'était plus l'apanage des universités, il s'était transformé en un flambeau circulant dans les ruelles, éclairant chaque individu. Le réseau ZEDA donnait une forme concrète à cette vague d'éveil. Dans les villages, des écoles mobiles, des bibliothèques hors ligne sur smartphone et des livres audio basés sur des discours révolutionnaires commençaient à être distribués. Dans un petit village, une fillette de 12 ans demanda à son professeur, « Pourrons-nous, nous aussi, devenir un jour comme le président Traoré ?» Avec un sourire, il répondit, « Chacun de vous peut devenir Traoré, si vous apprenez à refuser la peur. » Dans le palais, autour de Traoré, ce n'étaient plus des conseillers, mais des jeunes. Il avait brisé la tradition. Les décisions n'étaient plus prises dans des salles closes, mais sous le ciel ouvert, en concertation avec le peuple. Cette conspiration ne visait pas seulement ma personne. Elle s'attaquait à notre identité, à notre souveraineté, à notre avenir. Ils nous ont crus faibles, divisés, insouciants. Mais nous étions unis et éveillés. Traoré marqua une pause, puis brandit un vieux document, le plan secret ordonnant son élimination dans l'ombre. J'aurais pu brûler ce papier, mais je le conserverai pour que nos générations futures sachent comment vous avez répondu quand on a défié votre liberté.
Il invita ensuite les membres du réseau Zeda sur la scène, des jeunes hommes et femmes, des volontaires ruraux, d'anciens soldats. Tous ceux qui, sans uniforme ni armes, mais avec foi, intelligence et loyauté, avaient rendu cette révolution possible. Ce sont les vrais gardiens de cette terre, déclara-t-il. Ce sont nos nouveaux enseignants, nos commandants, nos guides. Les applaudissements éclatèrent, des larmes dans les yeux, des sourires sur les visages. Puis vint un moment rare, de ceux qui n'arrivent qu'une fois par siècle. Traoré proclama, désormais, je considérerai cette présidence comme un simple service. Celui qui me succédera sera choisi par le peuple, non par la force. Nous créerons une constitution qui donnera à chaque enfant le droit de participer aux décisions de son pays. La foule se leva. Sur toute la place, une seule voix résonnait, le chemin de Traoré est notre chemin. Soudain, le ciel s'illumina sans feu, sans explosif, mais avec une lumière d'espoir. Ce n'était pas un feu d'artifice, c'était l'espérance. Dans tout le pays, des minarets des mosquées, des cloches des églises, des prières des anciens sous l'ombre des arbres, un même message s'élevait, nous avons redécouvert notre terre. Le monde observa, stupéfait. Les puissants, dans leurs palais, étaient déconcertés. Car cette fois, la bataille n'avait pas été gagnée par des armes, mais par la vérité, la clameur et l'honneur. Traoré conclut son discours, leva les yeux au ciel et prononça ces derniers mots, nous avons élevé la voix, et la terre a répondu. Cette terre ne baissera plus jamais la tête. Et dans l'atmosphère de l'Afrique, un nouveau jour se leva, un jour ni d'esclavage ni de silence, mais de dignité, d'unité et de souveraineté.